On a de vagues affleurements affectifs, de minuscules accélérations cardiaques. Sentir est un luxe réservé aux heures oisives. Pendant le travail, l'attention, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, à ça qu'on pense. Les sentiments, dans la journée, sont des momies emmaillotées. La nuit, des fantômes effilochés au cours des songes. Pour savoir ce qui s'agite, sous les suaires, pour soulever les linceuls, promenade en fauteuil ou divan volant vous y emmène. À moindre frais, certains soirs, peut-être, quand on s'avine, ça vous avive. Parmi les déballages d'après-boire, on débonde, déborde, on a des giclées palpables. Avec de la chance, on peut mettre le doigt sur un sentiment, un réel. Au réveil, on est dégrisé, on n'en a plus, on n'a que des habitudes. Tu m'aimes vraiment ? Comment est-ce que je peux répondre ? Est-ce que je sais, moi ? Ce que j'éprouve, des accès fugitifs, désir, tendresse, par bouffées. Le matin, travail. Je m'enferme dans mon bureau, tour Eiffel entre les cils, baisse les paupières, j'écris mon roman. Pas une autobiographie, vraiment, c'est là une chasse gardée, un club exclusif pour gens célèbres. Pour y avoir droit, il faut être quelqu'un, une vedette de théâtre, de cinéma, un homme politique, Jean-Jacques Rousseau. Moi, je ne suis dans mon petit 2 pièces d'emprunt personne. J'existe à peine. Je suis un être fictif. J'écris mon autofiction. Je quitte la tour Eiffel, mon regard descend vers mon nombril, je m'immobilise à même moi. Là, je tâche de saisir à tâtons ma quintessence. Depuis que je transforme ma vie en phrase, je me trouve intéressant. À mesure que je deviens le personnage de mon roman, je me passionne pour moi. Comme pour Lucien de Rubempré, Julien Sorel, si j'arrive à me rendre palpitant. Ma vie ratée sera une réussite littéraire. Du coup, je sonde mes profondeurs insoupçonnées, je déboutonne tous mes petits secrets. Forcément, à l'intérieur d'un être humain, ça pue toujours. 2 ou 3 heures tous les matins, mon fauteuil à côtoir en chrome est une lunette de WC. Je respire mon odeur, je me hume, je m'exhume, après je m'exhausse. Si je suis exaucé, j'aurai ma stèle. Mon style me construira un monument, on adorera ma statue. J'appelle mon chef-d'œuvre le monstre. Au réveil, mon alchimie baudelairienne, tu m'as donné la boue et j'en ai fait de l'or. À la machine, je me transmute. Peut-être ma parole sera d'or si on m'apprécie à mon prix, si j'ai un prix. En attendant, silence, seul claque crépite, sans répit les touches, ma grenaille éclate. Je me fais la guerre, incessamment me poursuit, me traque, je m'acharne contre moi. Moindre défaut de l'armure, j'y fourre le glaive. À force de fouiller mes plaies, vers 1 heure, je suis criblé de blessures. Toutes mes cicatrices rouvertes saignent ensemble. Écrire au bistouri me fatigue. Eh ben merci. Là, on a entendu la voix de Serge. Hein. C'était celui... ouais, voilà. Yves Charnay, dont son écriture est vraiment imbibée de l'écriture de Serge, va continuer et puis nous lire un autre passage d'un homme de passage et de son amour pour Sartre. Au matin, réveillé par les vibrations, j'ouvre l'œil. Évidemment, je ne pourrais pas être réveillé par l'oreille, comme tout le monde. Réveil électrique. Je ne l'entendrai pas sonner. J'en ai un qui ne sonne pas, mais qui vibre à l'heure dite sous mon oreiller. Légère secousse. Ce n'est pas traumatisant. Il faut maintenant, à mon tour, que je me secoue, que je ne reste pas les yeux mi-clos, que je me lève d'un bond hors du lit. 9 heures. Il est temps. Je me lave le visage, les mains. J'enfile ma robe de chambre rouge, tissu écossais, ancienne mais chaude, sans hâte. Il faut bien qu'il y ait certains avantages à vieillir, puisqu'il y a tant d'inconvénients. Je n'ai pas à courir pour aller au travail à l'heure. Plus de cours à préparer, de textes à relire, de notes à compulser. Libre de contraintes. Je suis à la retraite, hors jeu. Mon temps m'appartient. Je peux prendre mon temps.
pour mon petit déjeuner, pour faire ma toilette, m'habiller. Mais j'ai un besoin pressant, à mon rythme, sans me dépêcher. J'ai 1 ou 2 coups de fil à passer, inévitables. J'appelle tous les jours, sauf le week-end, ma fille, Cathy, au téléphone à midi pile. À New York, il est 6 heures du matin, tant qu'elle se lève. Cela maintient un contact quotidien, intime, jusqu'au prochain voyage, le mien, vers l'Amérique, le sien, vers Paris. Ma fille, Renée, elle m'appelle quand elle veut, quand elle peut. Je ne connais pas exactement ses horaires, elle connaît les miens. Et maintenant, au travail. C'est mon tour. Je me dirige vers mon petit bureau, un vrai bordel de livres qui déborde des 2 bibliothèques murales sur la gauche, s'entassent pêle-mêle dans un désordre absolu sur le marbre de la commode en face. Sous la fenêtre s'accumulent des lettres, des paperasses, des coupures de journaux dans des cartons, des cartables de cuir datant du passé, où j'enseignais. Ma table de travail est si encombrée que je ne sais plus ce qu'il y a dessus. Dans ce fouillis inextricable, il y a une rangée d'ouvrages maintenus en équilibre par un empilement de dictionnaires, pas la moindre idée des titres. Mais au milieu de ce micmac, il y a 2 indications précises, impérieuses, de directives, de direction, accrochées au mur. Sur celui qui encadre la fenêtre, il y a une grande, superbe photographie achetée au musée Jacquemart-André, juin-septembre 1971. Proust en son temps. Fleurs à la boutonnière, veste noire impeccable, et non moins impeccable chemise et nœud papillon blanc, portrait de Jacques-Émile Blanche, moustache et cheveux noirs, très fin, intelligence suprême des yeux, du visage à l'ovale parfait, très beau, le génie en plus. Sur la paroi, au-dessus de la commode écrasée de bouquins, autre grande photo. Freud's Analytic Couch and Chair, S. Freud Society / Vienna. Le divan, avec son épais couvre-lit brun tacheté de teinte claire, de même couleur que le tapis, et 2 oreillers où poser la tête, 2 autres pour appuyer le corps. Le fauteuil du maître, décor idoine. L'autre génie. Ils s'ignoraient l'un l'autre, mes dieux tutélaires. En dessous, dans un cadre infiniment plus modeste, le diplôme. Serge Doubrovski, commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Fait à Paris, le 15 décembre 2000. Un minuscule disciple. Ce sont mes 2 guides. Et maintenant, au travail. Sur le tapis d'Orient m'attend mon antique siège de bureau aux accoudoirs de chrome dont les revêtements de plastique gris sont déchirés par l'usure. Pour les cacher, une couverture orange a été placée, qui se déplace sans cesse. Ce siège est éminemment inconfortable, mais il est à la bonne hauteur. À la hauteur, il faut que je le sois moi-même. Mon rendez-vous quotidien avec moi. En face, sur la table, ma vieille machine à écrire. Elle est vieille, comme moi. Elle est d'un autre âge. M'attend aussi. C'est le moment attendu de la journée, le plus important, le quintessentiel. La vraie balade, celle qui permet de respirer à l'air libre. Ce n'est pas celle des pieds l'après-midi dans les rues, c'est celle de mes doigts,
Le matin, sur les touches, je m'assieds, me cale sur mon fauteuil branlant. Je m'ébranle. Je vais me mettre dans un instant à taper, me taper la joie immense, unique de la journée. Je tire la manette. Le courant fait ronronner le moteur de ma machine à écrire. Écrire quoi? Moi. La machine à m'écrire. Pourquoi? Parce que j'ai le besoin pressant, l'envie irrésistible. Je veux transformer mon existence exsangue, mon corps avachi en corps d'imprimerie, en écriture vivante, vibrante, électrique, justement comme ma machine. Telle est mon ultime machination. Tous les souvenirs cuisants ou honteux, pour les pertes douloureuses et insupportables, pour les avanies des années 40, l'étoile jaune sur la poitrine, sur le cœur, l'extermination prévue et promise dans ma jeunesse pour la dégradation, la dégénérescence qui s'annonce, me frappe dans ma vieillesse, sur toutes les guerres perdues de ma vie. À présent, j'ai ma revanche. Sur tous mes chemins de croix, c'est mon remède, mon viatique. Sur toutes mes plaies, écrire m'est un baume, c'est un dictame intime et ultime. Difficile à expliquer, c'est à ras des mots. J'y trouve joie, comme un musicien dans les notes, un peintre dans les couleurs. Si je vérifie une expression, la simple orthographe dans un dictionnaire, je suis perdu. Et perdu, je ne puis m'empêcher de consulter la définition de tous les vocables environnants. Il y en a tant que je ne connais pas, dont j'ignore le sens. Je ne peux pas ne pas avaler la page entière du dictionnaire, comme un ivrogne ne peut pas ne pas vider sa bouteille. Une boulimique ne peut pas ne pas se gorger de mes, moi, de mots. J'apprends tous ces mots avec émotion. Mais il ne suffit pas d'avaler. Il faut ensuite restituer, pisser l'encre. Écrire, pareil, c'est physique. Besoin de jaillir hors de soi sur la page, mais pas n'importe comment. Il y a des choix fondamentaux. Composer une histoire factice, un récit imaginaire avec des personnages, des intrigues inventées de toutes pièces, ce qu'on appelle d'ordinaire un roman, cela ne m'intéresse pas du tout. Des êtres fictifs entrecroisant les fils de destin préfabriqués, c'est pour moi sans attrait. Un roman, oui, mais un roman vrai, où ma personne et mon personnage, un self-roman. Pourquoi pas une autobiographie? Non, non, non. C'est un genre réservé aux gens célèbres qui ont façonné l'histoire, qui ont laissé des traces indélébiles, chefs de guerre ou d'entreprise, grands hommes en tout genre, politiques, artistiques, être Rousseau, ou Chateaubriand, ou Goethe. Moi, je n'ai commis aucun exploit d'épée ou de plume. Je n'ai aucun haut fait à mon crédit. Je n'intéresse personne. Justement, il s'agit de me rendre intéressant à mes propres yeux, pour moi-même. Ma vie me pèse déjà si lourdement, s'évanouit aussi de minute en minute si totalement. Il faut que je la rattrape, que je la reprenne en main, que je la domine, que je devienne mon créateur. Pas d'autre Dieu ici que moi-même. L'individu lambda que je suis, si je veux qu'il devienne intéressant, il faut en trouver le moyen, le truc, pas un trucage, une vraie raison. Freud avait la sienne. Depuis que j'ai entrepris d'étudier l'inconscient, je m'apparais à moi-même très intéressant. Lettre à Fliss, 3/12/1897. Voilà, j'ai trouvé. Moi aussi, depuis que j'ai découvert mon inconscient en analyse, je me trouve très intéressant. Merci à Freud
par l'intermédiaire de son représentant, Ackeret. Freud encore, dans une autre lettre à Fliss. Je t'ai dit que mon plus important patient était moi-même. Ma personne est mon plus important personnage. À mesure que ma propre histoire m'était révélée, cela m'a incité à l'écrire. Comme Freud écrivait ces fameux cas par hasard, si j'ai appelé mes premiers balbutiements Monsieur K, tombé pile. Mon analyse s'était déroulée en anglais. Je n'ai plus qu'à la traduire, à la trahir en français. Je la reprends à mon compte d'auteur. J'expulse et puise Ackeret dans quelques remarques anglo-saxonnes. Je deviens l'analysant et l'analyste. Par la vertu de l'écriture, je deviens le maître d'œuvre. Sacrée trouvaille, elle me consacre. Je ne suis pas un instant guéri de ma névrose. Elle est encore, au désespoir de mon analyste, renforcée. Mais moi, j'ai trouvé le moyen de me revancher de mes faiblesses, de mes manques, en les étalant, en les couchant, pas seulement sur le divan, mais sur le papier. La voie est désormais ouverte. Les terreurs de l'an 40, les toiles jaunes, mes échecs, mes deuils, mes faux pas, mes turpitudes, tout cela est non pas aboli, mais récupérable. Le geste de l'écriture les dépasse et les transmet à autrui. Car attention, il ne s'agit pas du tout de tenir un journal intime, d'égrener un chapelet d'état d'âme, d'accumuler des notations de mes faits et gestes, de mes humeurs ou réflexions au jour le jour. Ce souci m'est totalement étranger. Quand je m'assieds, tous les matins à ma table de travail, ce n'est pas pour me retrouver seul avec moi-même, pour jouir de ma quintessence et me réserver le plaisir de me relire. Je n'écris pas pour moi, mais pour un éventuel et nécessaire lecteur. C'est vrai, je raconte tout ce qui fait ma vie, à tous les niveaux, mais pour la partager avec un autre. Comme je l'ai pendant des années partagé en face à face avec Ackeret. Mais c'est radicalement différent. Je ne cherche en rien, en racontant ma vie, à me guérir, à m'améliorer ou à m'amender. Je ne désire ni absolution, ni admiration, sympathie, peut-être, en tout cas empathie. Certains critiques m'ont accusé de narcissisme, de nombrilisme, de moi-moïsme, un égo à la Angot. C'est tout le contraire. Naturellement, cet égo existe chez tout le monde. Le narcissisme est la chose du monde la mieux partagée. Mais le mien est à la fois énorme et faible, dévorateur et pusillanime. Tout seul, j'inexiste. J'ai besoin des autres pour exister. Ça a commencé avec ma mère, ça a continué depuis. Je ne suis que par autrui. L'inverse de Narcisse, ivre de lui-même, ou alors Narcisse inversé. Besoin, nécessité pour me sentir exister de l'autre, d'une femme dans ma vie, d'un lecteur, pour mes livres d'une lectrice, qui se met en me lisant à ma place. Ainsi, je ne suis plus vide, je suis plein, à éclater. Mais il y a à cela une condition absolue. Il y a le fauteuil et le divan illustres, accrochés et encadrés derrière mon dos, assis à ma table de travail dans mon petit bureau, il y a, sur ma droite, accroché et encadré aussi, visage blanc d'une indicible finesse, comme la moustache, l'autre maître. Après le maître à penser, le maître à écrire. Marcel Proust en son temps. Si un écrivain veut qu'on le distingue, il lui faut une écriture distincte. Chaque écrivain est obligé de se faire sa langue, comme chaque violoniste est obligé de se faire son son. Je ne veux pas dire que j'aime les écrivains originaux qui écrivent mal.
Je préfère, et c'est peut-être une faiblesse, ceux qui écrivent bien. Mais ils n'écrivent bien qu'à la condition d'être originaux, de faire eux-mêmes leur langue. Lettre de Marcel Proust à Madame Émile Strauss, janvier 1908. Règle absolue, commandement suprême. Je m'y conforme radicalement. Je change de langue quand je parle et lorsque j'écris. Je parle comme tout le monde, discours classique pour les cours, tour familier dans les conversations privées, rien qui me soit particulier. Si j'écris, je veux dire littérairement, tout change. À l'inverse de la phrase proustienne, qui s'étire dans les complexités infinies de la syntaxe et tisse un texte aux modulations les plus subtiles, moi, la syntaxe, il faut que je la casse, que je concasse le langage, que je brise l'ordonnance normale des mots. Allitération, assonance, consonance, jeu des sons et du sens, paranomase, para-ataxe, le texte se tisse hors grammaire par les attirances ou répulsions du verbe. À chacun de trouver sa fameuse petite musique dont parle Céline. Comment j'ai trouvé la mienne? Je n'en ai aucune idée. Elle s'est imposée à moi, irrésistible. Le nouveau roman bouleversait les codes de la narration, mais en laissant intact le discours narratif. Il me faut un chambardement général. Non seulement des consécutions imprévisibles du récit, mais une langue fracturée, refaçonnée, de la ponctuation ou pas, des blancs qui trouent le texte, ou des phrases sans lien syntaxique, pratiquement toujours au présent, même quand il s'agit d'un lointain passé. Pourquoi cette écriture si spéciale et pour moi impérative, qui cesse, s'évanouit dès que j'écris une lettre ou prends des notes, qui dénote quoi? Je ne sais pas. Peut-être influence dans le langage des associations d'idées en psychanalyse, laisser les vocables s'attirer les uns les autres par ressemblance ou contraste. La langue française est ma vraie, ma seule patrie. J'ai eu des rapports complexe, ambivalent avec la France. Entrée interdite aux Juifs et aux chiens. Enseignement du français, mais en Amérique, ou pour l'Amérique, pendant plus de 50 ans. Tout cela n'est qu'hypothèse, supposition, malgré les savants commentaires que j'ai pu publier dans des revues ou développer dans des colloques. Mais enfin, la réalité est là. Je m'assieds le matin à ma machine, dans le fauteuil de chrome brimballant, doigt sur les touches. C'est le moment de la journée, le vrai, celui que j'attends. Rendez-vous quotidien avec moi-même, pour communiquer avec les autres, pour qu'ils mettent leur tête à l'intérieur de la mienne, qu'on s'accouple seul à seul, par écriture transformée en lecture. Fini l'Amérique, l'errance infinie des routes, les déménagements de ville en ville, de poste en poste, de femme en femme. J'ai eu aussi les rosses baladeurs. Je tire la manette, le moteur vibre, le moment du retour sur soi, le moment du retour chez moi, en France, dans la langue française. Merci Yves. C'est là qu'on voit que j'ai assisté une fois à une représentation théâtrale
d'un livre de Serge, et c'était incroyable. Donc ça peut vraiment très bien se passer aussi sur scène. Mathieu Simonet, écrivain avocat, 3 livres en ce moment, hein. Oui, voilà. Va nous parler de Fils, va lire un petit moment de Fils, parce qu'il n'y a pas que Proust et des écrivains ou Freud, mais il y a aussi ce qu'il va lire. Ma mère, être actrice, elle n'a pas pu. Se marier à l'âge normal, pas de relation. Amie de mon oncle trop gamin, pas pu. Elle, briller quand elle avait des amis pauvres, pas belle. Non, pas bien. Elle n'a pas pu. Au Trocadéro, ses parents tiennent le buffet. Restaurant de famille pour des centaines, nourriture, forcée, regorge, tonnes de sandwichs, mastiquer, lent, long, prendre son temps, son plaisir, pendant qu'il y en a d'autres qui ont faim, pas pu. Dissimule sa beauté. Les autres, il ne faut pas leur faire de chagrin. Cache sa richesse. Elle avale vite. On ne la voit jamais manger. À peine servie, assiette nette. Pas de traces. Essuie toujours la sauce avec du pain. Il ne faut rien perdre. Pas laisser de reste, invisible, j'ai toujours été effacé. Mademoiselle Weitzman, Madame Dubrovsky. Dans tous ses rôles, montée sur les planches, avait le théâtre dans la peau, ma maman qui m'attendait le soir. Pas pu lui faire ça, quitter mon père. Oui, la fois où je suis parti. Ne plus jamais revenir, pas pu. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. On se sacrifie, fait partie de la situation, du système. Tu sais, moi, ça n'a pas d'importance. Moi, je ne compte pas. Sourire amer. Moi, j'existe pas. J'arrive. Je nais. Genèse. Ainsi, tu es fabriqué. Rôle tout trouvé, chargé d'exister à sa place. Tout ce qu'elle n'a pas pu, je pourrais. Forcément, se joue à deux. Je suis personne, tu seras quelqu'un. À ma place, c'est la règle, notre pacte. On sera un en deux, 2 corps, un cœur, le même être, un seul destin double. Notre histoire s'écrit en double exemplaire. L'original, le papier carbone. Original, c'est elle, par définition. L'original, c'est l'origine. Poridé, aux articulations, longues phalanges, ongles piquetés de blanc, des mains d'artiste. Oui, on m'a toujours dit que j'avais des curieux. Mais ma main contre la sienne, on a les mêmes mains. Ma gauche contre sa droite, ma droite et sa gauche. Allonge-les. On mesure. C'est les mêmes doigts. On ne peut pas distinguer. Nous fait plaisir. Ta sœur, elle a les mains de ton père. À force d'être comme elle, je serai elle. Toi et moi, on est bâtis pareil en dedans, même goût. On aime les petites choses. La hampe, c'est bon. Je vais te prendre de la bavette. Hampe, bavette. Ces morceaux sont mes morceaux. On va au marché. Tiens, des Williams, ses poires favorites. Je jute. Ton père adorait les pommes. Pommes, j'aime moins. Ah, des Montmorency, saveur spéciale, un peu aigrelette, ces cerises. Je jouis. Par son palais, sur sa langue, dans sa salive, devient exquis. Pommes, pas mauvais, seulement n'ont qu'un goût banal, naturel. Quand maman aime quelque chose, c'est surnaturel. Me surnourrit. Ce qu'elle ne mange pas, c'est cher, on ne peut pas acheter à gogo. Dis. Tiens, c'est pour toi, fais-moi plaisir. Je dis. Et toi? Elle refuse. Non, il n'y en a pas assez pour tout le monde, prends-le. Moi, refuse. Elle insiste. J'aime mieux que ce soit toi. Après tout, je suis ta maman. Je cède. Je mange à sa place. Ce qu'elle ne mange pas. Bon appétit, je mange pour 2. Ma sœur, pour 4.
progression géométrique, se multiplie à l'infini. En moi, je suis moi, elle. Elle passe de l'un à l'autre, d'elle en moi, transmigration, métempsychose. Ton père aimait la politique. C'était un homme d'action. Ta sœur, c'est ton père craché. Nous, tu es un schlémil. Je suis une gourde. Tous deux timides, incroyables. Dans les cafés, ton père, lui. Nous, on n'ose pas appeler les garçons, trop fort, ne pas se faire remarquer. Les cabinets, c'est où? Vas-y, demande. Non, vas-y, toi. Allez, demander, on ne peut pas. Se retient plutôt. On aura mal au ventre, ensemble. Nous, c'est la pensée. Les gens qui pensent, il n'y a que ça qui compte. Les autres, c'est des salades. Science. J'aime les savants. Des gens désintéressés, se dévouent à l'idéal. J'ai l'amour de la connaissance. Admirable, on admire ensemble, de loin. On ne peut pas suivre, trop ardu. Je n'ai jamais été bonne en maths, ni moi, j'y pige rien. La biologie, au moins, plus concret. Je viens de lire Jean Rostand, voilà un grand type. Enthousiasme. Et puis, il écrit bien, il tient de son père. Pause. Peut-être de sa mère aussi. À l'époque, Rosemonde Gérard, c'était une femme poète. Lamarck, Darwin me plonge dans les mutations spontanées, m'intéresse presque comme un roman, soupire. Au fond, j'aurais voulu épouser quelqu'un comme un médecin. Moi aussi, j'ai épousé la médecine. Bien sûr, musique, peinture, sculpture, les arts, hélas, je voudrais bien, mais je n'y comprends pas grand-chose. Moi non plus. Pourtant, j'ai fait du violon. Monsieur Thévenin qui disait « Si ce garçon le voulait, ce serait un musicien remarquable. » Mon père voulait. Fils violoniste. Tu avais l'oreille, tu étais doué. Papa m'a forcé, battu. As-tu fait ton heure de violon? J'ai essayé des mois, des années, des 5 ans. Ton père chante juste comme les Russes. Il a le rythme dans la peau. Tu tiens de lui. Ris. Moi, je chante faux à faire pleuvoir. Beethoven, Wagner, grandiose. Toi, tu devrais faire de la musique. Ton papa, il a raison. Tu as l'oreille. Mon oreille me la suis fait tirer. Mes doigts tapaient dessus. Avec tous mes dons, j'ai réussi à ne jamais faire de musique. Nous, c'est les lettres, le verbe. Trocadéro, notre terrain d'entente. J'écoute, avant d'être né, Sarah Bernhardt, Mounet Sully, De Max. Par son oreille, ils retentissent dans ma tête. J'ai son tympan, me fait vibrer. Une nature de tragédienne. Elle a du coffre. Ma caisse de résonance, voix basse, un peu voilée. Soudain récite des vers éclatantes, tonitrues, voix d'airain, sa voix, ma voix, toute tracée, de famille, mon oncle aussi, frères et sœurs, 10 heures admirables, poésie, classique, forcé, au Trocadéro, matinée, Hugo aussi, Vigny, Musset, les romantiques, Baudelaire, Verhaeren, sa main, les modernes, milliers de vers. Elle et moi, elle et lui, connaissent par cœur, pour moi, verbe, c'est au cœur. Toi et moi, on sent pareil, on dit pareil. On a des styles identiques, d'époque, laquelle, la belle, on déclame un peu, pas trop. Horreur de la grandiloquence, mais lyrique. On se laisse aller, poésie. Il faut que ça porte, que ça sorte, nos envolées, mon oncle aussi. Même manière. Mais il faut dire juste. Essentiel, vient pas tout seul. Mettre le ton, poser la voix. Exercice. Bien dans le masque, je m'applique. Avant tout, il faut être naturel, je travaille. À me rendre naturel, je recommence. Mon petit, la page n'est pas propre, il faut la refaire. Me croyez quitte. En bas, il y a une tache, et puis ici, une rature. Il n'est plus qu'à reprendre la plume. Il faut que ce soit impeccable. Moi aussi, je recommençais 10 fois mes devoirs. Je copie, j'imite sur le papier, tirant la langue. Je n'étais pas douée, mais j'étais quand même bonne. En dessin, par exemple, à force. J'avais le prix d'excellence. Moi aussi, au lycée, tableau d'honneur, toujours félicitations, souvent premier. Élève appliqué, brillant, sujet. Son zèle, mon zèle, je suis elle. Elle et moi, bien plus que moi, peut pas être moi, si je passe pas par elle, qui vient d'abord, la poule ou l'œuf.
Je sais, je suis une mère poule. Si quelque chose de bon m'arrive, succès, un plaisir, une joie, je ne peux pas en jouir autant qu'elle. Maman m'aime plus que je m'aimerais jamais. Il faut que je sois heureux pour elle, afin d'être heureux pour moi. Mes menus plaisirs en elle deviennent des béatitudes. Je me multiplie par 2, par 10. Mes béatitudes, chez elle, sont des extases. Ravissement, je ne peux pas la rattraper. Mon image se réfracte en elle, se réverbère. Je m'agrandis au centuple. Grandeur sur nature. Miroir, je vois mon image de gloire. Toi alors, tu n'es pas comme les autres. Regard magique, mon bout de chou. Nain me transforme. T'es comme toi, on n'en fait plus. Je suis un géant. Merci Mathieu. Je suis un géant, ouais, c'est ce qu'il est. C'est incroyable. On arrive à notre avant-dernière lecture que Olivier Steiner va nous faire. Olivier Steiner vient de publier son 3e livre aussi, dont 2 autofictions. Et puis, tu vas donc nous lire un extrait, le chapitre Sartre du livre brisé. Bon, rappel à l'ordre et rappel à Sartre. Il vient vers moi. Il m'ouvre lui-même. J'ai des battements de cœur avant de sonner. Là, devant moi, en chair et en os, poil de barbe mal rasé, la raie entre les cheveux raides, sous les lunettes rondes, l'œil torve. Comme sur les photos en vif. Sartre, vivant, 222 boulevard Raspail. Là-haut, sur son faîte, au 10e, emporté par l'ascenseur, je grimpe sur les cimes. Il me serre la main, me dit « Je suis content de vous voir. Je suis ravi, au 7e ciel, un de mes moments sublimes. Comme avec De Gaulle, dans l'amphi de la Sorbonne, mais autrement, autre chose, l'inverse. De Gaulle a un grand homme, haut comme un monument, une montagne, de sa taille redressée. Quand il m'a tendu le vase de Sèvres pour le regarder, j'ai dû lever les yeux vers le sommet du Mont Blanc, massif, de glace, debout, éblouissant. J'ai l'admiration transie. Je me fige au garde à vous devant l'idole, libération, vénération. Une immense reconnaissance, éperdue, muette. Sartre, un grand homme tout petit. Le contraire, il me met aussitôt à l'aise. Entrez, il m'arrive à la poitrine, naturellement, côté intellect, moi je lui arrive pas à la cheville, mais quand il me toise, il n'a pas la gloire écrasante. Un rayonnement différent, mal rasé, mal fringué, le torse large et de guingois, il ne me domine pas, il m'illumine. Sartre, pour moi, c'est pas n'importe quel grand écrivain. Sartre, pour moi, c'est ma vie. Il me vise au cœur, il me concerne en mon centre. Corneille, Racine, après 3 siècles, ne sont plus personne. Des œuvres sans auteur, des mythes. J'adore en eux des fantômes. Proust, ces duchesses, des gens enterrés avant ma naissance. J'ai remarché avec joie la Madeleine. Je lui dois d'infinis bonheurs tardifs. Mais Sartre, ces livres ont jalonné mon existence. La nausée. Je l'ai dans l'édition pourpre d'après-guerre. L'être et le néon, sur papier jauni, presque journal. Ces bouquins m'ont éclairé à mesure, guidé comme des phares. Il n'a pas évité tous les écueils. Qu'importe, son itinéraire balise mon trajet. Il m'a donné ses lumières. J'ai lu presque chaque ouvrage à sa parution, vu à leur création la plupart de ses pièces. À l'époque, j'étais caché. Ce qu'il découvre, comment il le dévoile, c'est ce que j'aime. Les choses les plus simples, un encrier, un galet, une racine de marronnier. Quand on entre dans un café, quand on se regarde dans une glace, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un vous dévisage? Voilà, les banalités de la vie, lorsqu'il s'en saisit, se mettent à tourbillonner d'intelligence. Des myriades de sens papillotent autour d'un geste. Si je ferme les yeux là, devant moi, qu'est-ce qu'une image mentale? Tout poudroie sous les paupières. L'univers entier miroite de significations secrètes. On a le tournis. Et puis, le chaos de fulguration s'organise. Il refait le monde de main de maître. Ça, la philo, le gouvernement des idées, et avec une poigne de fer. Mais avant, il faut le vertige, la nausée. Spinoza, Hegel, ils n'en ont pas assez bavé avant. Tout est trop clair, net. J'ai horreur de l'abstraction pure. J'aime qu'on me fasse voir.
pour ça que je suis venu voir Sartre. Et pour une fois que derrière les textes, j'aperçois l'homme, alors j'entre dans la grande pièce nue, blanche, un studio bêtement moderne, avec des bouquins jusqu'en haut des murs, et des livres, et des paperasses sur un bureau oblong comme une table de réfectoire. Sartre s'installe à sa table, moi dans un gros fauteuil de cuir. Si je vous ai reçu, c'est à cause de votre livre sur la critique. Voix métallique, haute, tranchante, son bon œil, étincelant sous le verre des lunettes, me toise. L'autre biaise vers je ne sais où. Je m'en doute bien, il a des millions de lecteurs, mais beaucoup plus de disciples. En France, on est en plein Foucault, en plein Lacan, et Barthes bat son plein. Le sujet ex-cartésien bat sa culpe. S'exprimer est devenu obscène. Si on l'emploie en public, on risque de se faire écharper. Devant Robe Grillet ou Ricardou, on signe son arrêt de mort. L'auteur est mort, le dieu de la critique est feu son âme. C'est le langage qui parle tout haut, tout seul. Dedans, personne ne parle. Il ne dit rien, sans source, sans origine. Il se déploie en grande forme, symbolique. Blanchot, écriture blanche. Et moi, un mal blanchi. Mais je ne suis pas non plus le nègre de Sartre. Je sais dorénavant, je sais. On structure, on ne totalise plus. Au final, Sartre, aujourd'hui, il n'a plus tellement de fidèles. Pour ça qu'il me reçoit. Mais il se trompe. Je ne suis pas si fidèle. Dépend à quel Sartre. Parce que sa critique de la raison dialectique, à sa sortie, je l'ai éreinté dans la NRF, une série de 3 articles. Le Sartre qui veut mettre la philosophie existentielle dans le cadre du marxisme ne peut pas l'encadrer. Salam alek avec Khrouchtchev, accolade avec Castro, révérence à Mao Tse-tung. C'est pas ma tasse de thé. Athée, je n'ai de foi ni religieuse ni politique. Pas d'absolu. Question révolution, je suis absolument sceptique. L'homme qui est l'avenir de l'homme, incroyant à 200%. Porteur de valise du LFN, commis voyageur du tiers-monde, 68 arts sur le tard, gréviste à Renault sur le tas, Diogène dans son tonneau, Sartre sur le sien, bille en cours, fonçant bille en tête. Pas mon Sartre, chacun le sien. Dans une œuvre aussi copieuse, un si abondant festin de verbes, il y a à boire et à manger. Quand un bonhomme est si immense, et il y en a pour tous les goûts, assez pour tout le monde, on se le partage. Je laisse à d'autres les grands faits et gestes. Refuser le Nobel, bon, c'est Nobel, bon, très bien. Pétition par-ci, protestation par-là, chaque semaine, jour après jour, un manifeste, parfait. Mais ce n'est pas ce genre de signature qui m'a marqué. Mon Sartre, pas le Sartre Mao, mais le Sartre moi. J'ai devant moi l'auteur des mots. De mes yeux, je le dévore. Des morceaux de son œuvre, je me les suis tellement assimilés. Ils coulent dans mon sang, dans mon corpus. Le voir m'irrigue la rétine. Un bain de bonheur. J'ai eu rudement peur qu'il me refuse le rendez-vous. Because mes 3 articles incendiaires, qu'il refuse de me causer, mais sans doute il ne s'en souvient plus. Probablement les a jamais lus, sûrement sans torche. Il a le cuir assez dur pour pas craindre les piqûres de moustiques. Et il reprend, oui. J'ai bien aimé votre livre. La voix claque, les mots cinglent. Pourquoi la nouvelle critique ? Je lui ai dédié et m'en dédie pas. La fonction du critique est de critiquer, c'est-à-dire de s'engager pour ou contre et de se situer en situant. Ça, c'est Jean-Paul Sartre, situation 1, exergue. Comme ça, c'est comme ça que ça commence. Et vous voyez, moi j'aime le Sartre du début, quelque part entre l'être et le néant et la nausée, l'imaginaire et le mur. C'est là que je suis arrimé, là que je m'ancre. C'est dans son flot d'écriture. Les idées, les concepts, d'accord, ou pas. M'y suis pris, et puis m'en suis dépris. Parfois repris, mais pas l'essentiel. L'essentiel, comment les mots s'accouplent sous sa plume. Chaque fois que je le lis, je jouis. Un écrivain, c'est là, c'est ça, pas ailleurs. Les idées, s'il y en a, oui, mais après. D'abord se passe à ras de verbe, dans un friseli d'adjectifs, à même la phrase. Sujet, attribut, comment il copule. Sartre, c'est AG continu.
un geyser incontinent. Son écriture, à gros bouillon, à grand brouillon, tourbillonne, brouille les genres, fracasse les frontières, brise les vitres, envahit les vitrines, logorée au stylo, écolalie à la langue, charrie l'écume, brasse les scories, embrasse l'univers entier, concasse le style, malaxe les registres, mélange philo et populo, disserte, éructe, vomit dans la même coulée, roman, essai, théâtre, critique, politique. Son immense fleuve de mots traverse tout, emporte tout dans un jaillissement hirsute de 15 000 pages. Les pâles puristes ne l'aiment pas. Rien qu'à entendre son nom, ils se pâment. Des goûts et des couleurs, chacun les siens. On peut prendre les grosses bourdes de Lacan pour de l'humour subtil aussi. Les dandinements affêtés de Foucault pour de la grâce éthérée. Seulement, il ne faut pas venir me dire Sartre n'est pas un écrivain. Il n'a pas de style à lui, à force de toucher à tout. Une page de Sartre, messieurs, mesdames, c'est signé, pas singé. À la seconde du Sartre, ça se reconnaît, au rythme, au son, une pièce d'or impure qui teinte. Il n'a pas déçu mon attente. On a parlé de tout, de rien. Sauté du langage des dauphins à la langue de Flaubert. Voix haut timbrée comme un métal qui vibre, il s'est promené d'un domaine à l'autre avec la même maestria universelle, la même affabilité retorse, généralissime du savoir, professeur en chef, et moi, sous-off de la piétaille enseignante. J'étais aux anges, reçu plus d'une heure dans son nid d'aigle, lui au faîte de la gloire, moi au comble de l'honneur. Je voulais depuis longtemps, depuis toujours le voir, je l'ai vu sur ses cimes, j'ai eu mon baptême de l'air. Dehors, avec les dents jaunies qui se déchaussent entre Quasimodo ricaneur et satire à grimace, dedans, une des 2-3 têtes pensantes du siècle, et l'œil, le bon, le seul, en vrille, qui transperce, met l'erreur au jour, dévoile l'évidence. L'être vivant qui se dresse là, devant vous, les pages et les pages qui s'alignent, comment celles-ci retiennent, contiennent l'autre. L'existence n'est pas du même ordre que le discours. Sartre qui le dit dans La nausée, il faut choisir, vivre ou raconter. C'est l'un ou l'autre. Pas sur le même plan, pas le même registre. Vous direz, on peut choisir de raconter sa vie. Oui, ça s'appelle une autobiographie. Les mots sont l'autobiographie de Sartre. Voilà, c'est simple. Quand on se raconte toujours des racontards. On parle d'histoires vraies, comme s'il pouvait y avoir des histoires vraies. Les événements se produisent dans un sens et nous les racontons en sens inverse. Autobiographie, roman, pareil. Le même truc, c'est-à-dire le même trucage. Ça a l'air d'imiter le cours d'une vie, de se déplier selon son fil, mais on vous embobine. En réalité, c'est par la fin qu'on a commencé. Elle est là, invisible et présente, la fin. Et toujours Sartre, toujours la nausée. Une histoire, quand on la raconte, il faut créer un suspense. Pour ça qu'on y prête attention. On doit entretenir l'attente, tenir le lecteur en haleine. Qu'est-ce donc qui va se passer? Comment ça va se terminer? À cet égard, une autobiographie est encore plus truquée qu'un roman. Un roman, on peut concevoir qu'on l'invente à mesure, que l'auteur ignore ce qui va arriver au chapitre d'après, la suite au prochain numéro. Lorsqu'on relate son existence, la suite, par définition, on la connaît. Plus que du pseudo-imprévu, des attentes controuvées, des hasards refabriqués de toutes pièces. Même en voulant dire vrai, on écrit faux. On lit faux. Folie. Une vie réelle passée se présente comme une vie fictive future. Une vie réelle passée se présente comme une vie fictive future. Et raconter sa vie, c'est toujours le monde à l'envers.
Merci Olivier, tu as parlé de mes... Disons, tu as lu mes deux grands hommes, quoi. On va finir avec Camille qui va lire un passage du Monstre, donc quasiment inédit, des passages qui ne sont pas dans Fils. Et je les trouve très drôles. Merci Camille. Il y a des fois où je me demande si t'es pas un peu braque. Elle soupire. Non, vraiment, il y a du monde là-haut. Ajoute. Bon Dieu, tu es un de ces mélanges. Je demande. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle répond. Il y a tellement de côtés différents en toi. D'une seconde à l'autre, mon inconsistance, mes métamorphoses. Ma parole, on t'a changé en nourrice. Livre monstrueux. Livre du monstre, ce sera un livre baroque. Monstre, du latin monstrum, c'est ce qui se montre, ce qui ne devrait pas se montrer, ce qui se cache. C'est pourquoi les monstres surgissent. Soudain, des profondeurs apparaissent quand on s'y attend le moins. Baroque, c'est l'art des apparences insolites. Le même, brusquement, c'est l'autre. Le baroque est un cas particulier du loufoque. Dis donc, t'es pas un peu loufoque? Le loufoque est un genre spécial de folie. Mon petit, t'as perdu la tête. Le loufoque, ma parole, ça t'est monté à la tête. C'est la façon de perdre la tête quand ça vous monte à la tête. Pour qui te prends-tu? Non mais des fois. Tu sais, t'es pas sorti de la cuisse de Jupiter. Baroque, loufoque, c'est des idées déplacées. C'est quand, au lieu de se mettre à la place des autres, on met soi. Résultat, on se met en vue. Faut jamais chercher à se faire remarquer. Quand on se met en vue, tu peux rien faire comme tout le monde, normal. Les autres vous regardent. Or, soi, on ne regarde pas les autres. C'est pas leur affaire. Hausse les épaules. Tu as des idées biscornues, mon fils. Si on a des idées biscornues, forcément, elles attirent l'attention. Faut pas attirer l'attention. C'est mal élevé, impoli, c'est impudent. Il n'y a rien de pire que les gens qui s'étalent. Ajoute, en public. C'est horrible. On croirait qu'il n'y en a que pour eux. Dans mon livre, il n'y en aura que pour moi. Si ma vie n'est pas spécialement intéressante, mais s'il n'y a que ma vie, tu es toujours penché sur ton nombril qui m'intéresse. Forcément, je me mettrai en évidence. Je serai en vue, je m'étalerai en long et en large. Je montrerai toutes mes coutures, de fil en fil me déroulerai. Tu as la bobine de ton père. Tissu de ma vie, il faudra me découper. D'abord, l'essentiel. Tu as l'étoffe, à la craie, dans ma création, esquisse, et puis tailler, père tailleur, à vif, à même. C'est un risque. Mauvaise coupe, ça défigure, on a l'air moche, comme un suicide. Si on se rate, on n'est pas beau à voir. C'est les risques du métier. Autobiographie, on risque de s'abîmer le portrait. C'est les conséquences. On ne peut pas y échapper. Comme en tout, faut payer le prix. On n'a rien pour rien. Dans mon livre, je me dresserai un autel pour m'immoler. Ce sera sacrificiel. Je serai victime offerte, je serai nue, au regard. Père tailleur voulait se tailler sa place. Je me taillerai la mienne, dans mon tissu, dans mon étoffe, ma création à la craie. Je serai mon propre patron, fil à fil. Il faudra bâtir, me reconstruire de toutes pièces, mourir vrai, renaître fictif. Ce sera ma métamorphose finale. Ma personne deviendra mon personnage. Je serai mon propre acteur. Je jouerai mon rôle, pièce à pièce. Me reconstruire,
Dans ma mise en scène, j'écrirai ma tragédie. On a besoin d'un coin où être tout seul. Dans mon livre, je serai chez moi. Mon livre sera cousu main et décousu. Père tailleur, je me taillerai ma place. Partout où il y a ma place, il y a la sienne. Non, mon petit, j'irai vous voir, souvent ta sœur et toi, mais j'habiterai jamais avec vous. Lorsque j'écrirai mon histoire, ma mère y aura sa place. Elle habitera mon livre, elle ne pourra pas refuser. Elle vivra avec moi en permanence. On se quittera plus jamais. Il y aura plus de voyage, elle sera toujours là où je serai. On sera inséparables. Sa place, c'est la mienne. Place d'honneur. C'est celle que je lui donnerai. Oh non, mon petit, pour rien au monde je ne voudrais m'imposer. Mais si mon livre s'impose, il faudra bien qu'elle s'impose aussi avec moi, aux autres. Si je décris mon cordon ombilical, faudra bien que j'expose son nombril à elle. Si je fouille, j'ai horreur qu'on fouille dans mes plaies. Faudra bien retourner le faire dans les siennes. Tu sais, il y a des jours où j'en ai gros sur la patate, elle dit. Il y a des fois j'en ai lourd sur le cœur. Si c'est lourd, tiens mon petit, pourrais-tu m'aider? J'écrirai à sa décharge. La lessiveuse est trop lourde toute seule. Faudra laver notre linge sale, hors famille. Pour qu'il sèche, on est forcé d'étaler le linge. Moi j'ai horreur qu'on s'étale. Si le linge sèche pas, il pourrit. Il n'y a rien à faire. Linge de famille. Pour le sécher, c'est au grand air, au grand jour. Pour moi, écrire, chirurgie. C'est l'opération à cœur ouvert. J'aime pas les gens qui s'exhibent. Puisqu'elle veut que je devienne écrivain, je dois écrire le seul livre que je puisse écrire. Elle dit, on ne fait bien que ce qu'on porte en soi, mais ce qu'on porte en dedans. Pour écrire, faut le mettre dehors. Il y a des choses qu'il vaut mieux taire. Pour dire, faut rompre le silence, faire sauter le couvercle. Attention, c'est chaud, ça brûle. Si on écrit à chaud, ça gicle. Alors ça brûle. Si on écrit, de toute façon, on est brûlé. On se découvre. Elle s'indigne. En voilà des idées. Tu fais pipi en public? Elle se fâche. Les voisins pourraient te voir. Ajoute, il y a des choses qu'on ne fait pas en public. Écrire se fait en public. C'est pas bien de parler de soi. Je parlerai que de moi. Tu t'écoutes trop, je serai sans arrêt à mon écoute. Toi, tu coupes les cheveux en 4, je me disséquerai en 8. Éclate. Dis donc, t'es un rien cochon quand tu fais pipi dans le jardin, on pourrait te voir. Quand on s'exhibe, on est exhibitionniste. Et là, t'as oublié de fermer ta braguette, elle rit. Tu veux montrer ta petite boutique? Je dis, j'ai rien à cacher. Je la dégoûte. Tu penses qu'à ça? C'est vrai. Ma virilité m'inquiète. Ma bite m'habite. Je suis obsédée sexuelle. Mon coco, il y a des choses qui se disent pas. Livre vrai. C'est un livre lucide. Faut voir les choses, dire les choses comme elles sont. C'est dire ce qui ne peut pas se dire, montrer, monstre, ce qu'on ne doit pas voir. Tu fais le contraire de tout le monde. Douceur, discrétion, pitié, pudeur. Ma mère a les vertus modèles. Moi, je suis dur, indifférent. Je me gobe, je m'étale. J'ai les défauts de ces qualités. Quand j'écrirai dans mon livre, les défauts de ces qualités deviendront les qualités de ces défauts. Toi alors, t'es drôlement construit. Mes vices de construction seront la charpente de mon livre. Avec toi, c'est le monde à l'envers, puisque j'écrirai à sa place, pour que son livre soit le mien. Si je suis son reflet inverse, faudra que j'écrive à l'envers de ma mère. Elle dit, tu te mets jamais à la place des autres. Ma mère se met à la place des autres. Elle souffre pour eux. S'ils me lisent, les autres se mettront à ma place.